Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du syndrome prémenstruel avec Audrey Châtaignier. Bon, j'ai ma chienne qui est en train de péter un plomb à côté de moi, je disais. Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome prémenstruel avec Audrey Châtaignier, praticienne en naturopathie, spécialisée en psychologie, accompagnement féminin et troubles liés au cycle, notamment cofondatrice de la toute nouvelle plateforme Femoon, où on y trouve des programmes d'accompagnement hormonaux pour réapprivoiser ses cycles. On fait le point sur les syndromes classiques, qui ne sont pas alarmants, et sur ceux qui le sont, il y en a beaucoup, vous verrez, difficiles à cerner parfois, mais il faut bien tout noter tel un détective pour pouvoir mieux se connaître et passer à l'action si besoin. Audrey nous explique à quoi ils sont dus, qu'est-ce qui les aggrave et quand il faut consulter, bien sûr. Elle nous donne des conseils pour... Bon, Peanut, on se calme. Elle n'a pas de problème, elle a plus de rania, donc comme ça, c'est réglé. Elle nous donne des conseils pour éviter d'aggraver les symptômes et mieux les gérer dans la vie de tous les jours. Enfin, on parle des différents types de syndrome prémenstruel en fonction des symptômes, notamment avec la classification du docteur Abraham, assez pratique, et on aborde un syndrome encore assez peu connu dont il faut que l'on parle plus, j'ai nommé le trouble dysphorique prémenstruel. J'en profite aussi pour vous dire que cet épisode est le dernier de la saison. Podcast Horizon, c'est-à-dire moi-même, partons en vacances et faisons une petite pause bien méritée. En attendant, je vous invite à écouter ou réécouter les 85 autres épisodes, ça commence à faire un paquet. Perso, c'est ce que je fais souvent, c'est-à-dire que je me note certains épisodes qui m'ont plu et je les réécoute pour absorber de nouvelles infos que je n'aurais pas assimilées la première fois. Merci encore pour votre écoute, je vous aime, j'espère que vous allez passer un bel été quand il sera là parce que bonjour le temps bizarre. N'hésitez pas à me faire ce petit cadeau d'aller mettre une note et un commentaire sur votre application de podcast ou iTunes Podcast par exemple. Ça prend 2 minutes mais ça permet de rendre plus visible mon podcast. N'hésitez pas non plus à partager vos épisodes préférés à vos proches. Voilà, gros bisous. Hello Audrey, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour un épisode qui s'annonce très intéressant et qui concerne beaucoup de femmes, n'est-il pas ? Oui, tout à fait. Je te remercie en tout cas de me recevoir pour ce podcast. Eh bien super, donc on va parler du syndrome prémenstruel, SPM, qui a des conséquences importantes sur notre vie, malheureusement, ça va parfois très loin. Alors tout d'abord, c'est quoi les symptômes prémenstruels normaux ? Alors, normaux, je dirais, c'est quand ça reste pas gênant en fait. On peut avoir des douleurs dans le bas-ventre, une petite tension dans la poitrine, une humeur un peu changeante. Voilà, il faut vraiment pas que ça devienne gênant. À partir du moment où ça devient gênant, là on peut dire que ça devient anormal entre guillemets. Donc en fait, tout peut être normal à partir du moment où ça dure pas trop longtemps et que ça nous fait pas trop souffrir. Voilà, c'est ça. Faut pas que la douleur soit insupportable, faut pas que ça entrave vraiment le quotidien. Faut pas non plus que ça démarre 15 jours avant les règles, parce que là, pour le coup, ça serait problématique. Souvent, voilà, il y a des symptômes qui peuvent venir une semaine avant les règles ou un peu moins. Des petits symptômes, voilà, qui ne nous gênent pas en tout cas. Et justement, ça devrait arriver quand dans le cycle ? Alors, le SPM, donc le syndrome prémenstruel, souvent ça démarre, ça peut être de la veille ou 2 jours avant les règles jusqu'à 7 jours avant les règles. Au-delà de ça, c'est vrai que là, pour le coup, ça va être problématique. Donc souvent, c'est au moins une semaine avant les règles, mais il y a des personnes voilà, qui peuvent avoir les premiers symptômes 14 jours avant. Ouais, ça fait pas beaucoup de repos dans le mois, quoi, dans ces Non, cas-là. surtout si les règles sont problématiques derrière. Exactement, oh là là, les pauvres. Quels sont les symptômes, les indices, si je puis dire, qui nous indiquent que ce n'est pas normal ? Alors, du coup, ça va être la durée. Voilà, si vraiment ça dure, comme je disais, 14 jours avant les règles, enfin plus de 7 jours avant les règles, là, ça va être problématique. Ça peut nous alerter. Ça va nous alerter aussi si les symptômes sont gênants, si la poitrine, elle est hyper douloureuse, si il y a énormément de troubles du sommeil, s'il y a beaucoup de rétention d'eau, s'il y a énormément d'irritabilité, de dépression, d'anxiété. Là, pour le coup, c'est vraiment qu'il y a un dérèglement hormonal derrière. Donc, ça va être important de consulter. Ouais. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'il y en a plein, il y a plein de symptômes sur différents plans. À la fois l'aspect physique, là, qu'on vient de dire, à la fois émotionnel, comportemental, il y a plein de choses qui changent en fait. Ouais, tout à fait. On a répertorié plus de 150 symptômes différents qui sont associés au SPM. Je pense à nos copains là qui survivent pendant que nous, on a tous ces 150 symptômes. Complètement. Ils peuvent évoluer, les symptômes. Ouais, tout à fait. Ça peut empirer, ça peut aussi régresser. Il y a des symptômes qui peuvent changer aussi d'un cycle à l'autre.
Souvent, par exemple, quand on est dans le cas d'une hyperœstrogénie, il va y avoir des symptômes comme voilà, des tensions dans les seins, l'anxiété. Mais en fait, un cycle sur l'autre, par exemple, il y a un cycle où on peut avoir un peu plus d'anxiété, d'autres, ça va être un peu plus de tension dans la poitrine, etc. Et ça veut dire qu'on a plus d'oestrogène Ouais, ou... alors on peut avoir pas assez de progestérone, ce qui fait que les œstrogènes peuvent être en trop grande quantité par rapport à la progestérone, mais on peut aussi avoir trop d'œstrogènes par rapport à la progestérone. Ouais, alors ça, on va en parler, hein, mais ce qui est intéressant, mine de rien, c'est que ces symptômes, c'est des messagers du corps. En fait, ce sont des messages qui nous disent qu'il voilà, il y a un problème et qu'il faut aller les régler. C'est quand même pratique, notre corps est bien fait, même si on en souffre. C'est des informations utiles. Ouais, complètement. Et le cycle en lui-même, que ce soit les règles, la durée du cycle même, c'est une source d'information très précieuse. Hmm. En tout cas, ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans tous les cas, et ça veut pas dire que c'est anormal, tu peux changer de symptômes en fonction des cycles, et puis que des Ouais, fois, bah voilà, tu peux avoir plus de stress, donc forcément, tu vas te sentir encore plus anxieuse, mais ça peut aussi se calmer. Enfin, tout change en fonction de ce que tu vis et en fonction des cycles, et c'est pas forcément anormal. complètement. Et en fait, le cycle, il est très sensible à tout ce qui se passe autour, que ce soit, par exemple, s'il y a eu un manque de sommeil autour de l'ovulation, ben, peut-être que le cycle va être un peu plus long. S'il y a eu du stress plus intense, ça va être pareil. Donc, en fait, il est sensible à tout ça. Et l'anxiété, donc le stress, ça peut faire venir plus vite nos règles aussi. Ou alors pas du tout d'ailleurs, ça peut jouer là-dessus. En fait, le stress, donc quand on stresse, on produit une hormone, donc c'est le cortisol. Et en fait, cette hormone-là, elle est inflammatoire. Donc déjà, si on a de l'inflammation, forcément, ça va impacter le cycle. Et en plus de ça, le cortisol, en fait, il a la même matière première que la progestérone pour pouvoir fonctionner. Donc en fait, la progestérone, elle est produite en seconde partie de cycle. Donc s'il y a trop de cortisol, ben, en fait, la progestérone, elle n'en aura pas assez pour assurer sa production. Et du coup, on va se retrouver avec des symptômes d'hyperœstrogénie. Et effectivement, ça peut bouger voilà, la durée du cycle. Ouais, c'est intéressant ça. Donc en fait, il affecte ouais, le fonctionnement des différentes glandes qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement du cycle menstruel. C'est ça. Ouais, complètement. C'est là où on se dit qu'il faut qu'on se déstresse un peu parce que la société, c'est compliqué quand même hein, d'être tranquille quand voilà, tu vis dans cette société-là. Le stress, il est partout, c'est compliqué. Hein. Ben oui, ouais. C'est pour ça que c'est important de s'écouter et voilà, tenter de mettre en place des choses qui correspondent aussi à notre routine, à notre situation quotidienne, quoi. Hmm. Et ça me fait penser, est-ce que perdre du sang au milieu de son cycle ou quelques jours après ses règles, c'est normal? Alors, en fait, il peut y avoir plein de raisons au saignement intermenstruel. Ça peut être une fausse couche, ça peut être une grossesse, ça peut être des fibromes, enfin, ça peut être vraiment plein, plein de choses. Donc, si ça revient de façon récurrente, c'est important d'aller consulter pour voir s'il n'y a pas, je sais pas, des kystes, enfin, quelque chose qui se passe derrière. Ça peut être un dérèglement hormonal aussi. C'est d'ailleurs les fameux saignements qu'on peut avoir juste avant les règles ou après les règles, les petits spottings, tu sais, les règles Ouais, qui durent qui n'arrivent pas net et qui ne s'arrêtent pas net. Là, effectivement, ça peut être des dérèglements hormonaux aussi. d'accord. Ouais, ça c'est important de vérifier si ça dure longtemps. Parce que moi je sais que ça m'est déjà arrivé, je pense que ça m'est arrivé sur deux trois cycles et c'est passé après. Tu vois? Ouais, oui. Après, si ça passe, voilà, c'est quand ça dure dans la durée que c'est problématique aussi. Ouais, exactement. Ouais. Et parce qu'en quoi les kystes, ils jouent sur le saignement? Du coup, un kyste peut se mettre à saigner justement et ça peut provoquer des saignements intermenstruels. Et les saignements intermenstruels, ça peut aussi être des saignements tout simplement en fait liés à l'ovulation. Donc ça peut être quelque chose d'un peu gênant, comme voilà, des kystes, un fibrome, etc. Ça, c'est pas cool. Et ça peut être quelque chose de complètement anodin. Donc c'est pour ça Hmm, que c'est important d'aller consulter. d'accord. Et alors, parlons de ces symptômes anormaux. Donc il y en a plein, t'en as cité juste quelques-uns, mais il y en a donc plus de 150. À quoi ils sont dus ces symptômes anormaux? Est-ce que c'est forcément hormonal ou il peut y avoir d'autres raisons? Alors, ça peut être, en fait, ça part, si tu veux, il y a un dérèglement hormonal qui fait qu'il y a ces symptômes qui arrivent. Mais en fait, en dessous, il y a des causes sous-jacentes qui entraînent ce dérèglement hormonal. Hmm, Donc, ça peut être, par exemple, un foie surchargé ou un transit ralenti, parce qu'en fait, on produit des hormones constamment, et en fait, elles passent dans le foie, elles passent dans les intestins, et forcément, si ces organes-là ne sont pas en bonne forme, entre guillemets, si le foie est un peu surchargé, si le transit est un peu ralenti, mais en fait, les hormones, elles vont être mal éliminées. Donc, par exemple, en cas d'une constipation, on va réabsorber ces hormones au niveau des muqueuses intestinales, alors qu'elles ont été transformées par le foie. Donc, on appelle ça des métabolites, en fait. hmm. Et en fait, elles vont être réabsorbées dans notre corps et on va les stocker sous leur forme transformée, qui est un peu plus nocive, en fait, que la forme de départ. Hmm. Et donc là, effectivement, ça peut entraîner des dérèglements hormonaux.
va y avoir le stress, donc l'excès de cortisol justement, comme je te l'ai expliqué par rapport à la prégnénolone, donc ça c'est la matière première du cortisol et de la progestérone. Ça peut être aussi un excès d'aldostérone, donc ça c'est l'hormone de la tension artérielle. Et en fait, la progestérone, elle a une action anti-aldostérone. Donc s'il n'y a pas suffisamment de progestérone en deuxième partie de cycle, ça va augmenter le niveau d'aldostérone et donc ça peut induire des œdèmes. Donc là, on va avoir de la rétention d'eau par exemple. Ah. Et il peut y avoir, ça peut être aussi des troubles de métabolisme du sucre, un manque de mélatonine, donc ça c'est l'hormone du sommeil. Ça peut être les perturbateurs endocriniens Ouais. qui peuvent aussi affecter tout ça. Ça peut être le tabac, ça peut être une candidose ou une hyperméabilité intestinale. Comment la perméabilité intestinale, elle joue sur les symptômes anormaux? En fait, là c'est pareil, l'hyperperméabilité, ça va entraîner de l'inflammation. Donc l'inflammation, on a vu que du coup, voilà, il y a ça peut dérégler le cycle parce que ça va affecter aussi nos hormones. Et en fait, quand il y a de l'inflammation, par exemple au niveau intestinal, comme c'est colocalisé avec l'utérus, forcément l'utérus peut aussi être touché par cette inflammation-là. Donc ça va jouer, ça va se répercuter sur l'ovulation. Et il y a aussi le fait que dans une hyperperméabilité intestinale, si tu veux, l'intestin il est poreux. Donc au lieu de bien éliminer les toxines, enfin voilà, tout ce qui a éliminé les hormones, etc., là c'est absorbé aussi au niveau de la muqueuse intestinale. Et ça retourne en circulation sanguine en fait. Ah oui, c'est dangereux. Donc non seulement ça fait beaucoup plus d'hormones, mais en plus des hormones toxiques en plus, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment intéressant et c'est vrai que pour la perméabilité intestinale, moi évidemment j'en ai eu, peut-être que j'en ai encore d'ailleurs, je suis en train de faire des examens donc on va voir. Il y a 4 ans, mes auditeurs ils le savent, mais moi j'ai souffert de grosses crises intestinales et effectivement en fait on pensait que j'avais de l'endométriose parce qu'on savait pas d'où ça venait et j'ai fait des examens et donc j'avais effectivement des grosses brûlures intestinales et encore plus quand j'allais avoir mes règles. Donc je pense que c'était effectivement lié à l'inflammation de l'intestin qui colonisait aussi les ovaires ou je ne sais quoi. Ouais, tout à fait. Et en fait, si tu veux, quand on a nos règles, on a des prostaglandines, donc c'est des substances pro-inflammatoires qui sont produites au niveau de l'utérus. C'est des substances qui sont inflammatoires, mais en fait, elles permettent, si tu veux, l'évacuation des règles. C'est ça qui va contracter l'utérus pour faire évacuer les règles. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a plus d'inflammation aussi pendant les règles. C'est ce qui va d'ailleurs entraîner des diarrhées, des choses comme ça, pendant les règles. Ouais. Et c'est là où tu te dis que quand tu as tes ragnagnas, c'est peut-être bien de pas trop non plus faire n'importe quoi au niveau de ton hygiène de vie. Vu que tu es un peu plus en inflammation. Complètement. C'est ça. Ouais, Faut c'est faire marrant. attention à l'alimentation, au stress, enfin tout ça, c'est des sources qui peuvent être inflammatoires. Ouais. Et quelles sont les raisons qui font que, du coup, enfin ça me fait penser à ça, mais quelles sont les raisons qui font qu'on va plus à la selle quand on a ses règles? Mais justement, c'est ces prostaglandines-là, comme elles entraînent une inflammation en fait au niveau local, ça va aussi se répercuter sur les intestins, comme c'est colocalisé, et du coup, ça va entraîner des diarrhées, une accélération du transit. D'accord, hein, c'est marrant, c'est marrant. Ouais, Faut tout, on passe aspirateur quoi, c'est ça quoi, les c'est prostaglandines, là, au ça. boulot, hop. C'est la grosse vidange. Est-ce qu'on peut regrouper les symptômes en fonction des dominances hormonales? Par exemple, si on a plus d'ostrogène, est-ce qu'on va avoir tendance à avoir plus mal à la tête ou à être plus en colère? En gros, est-ce qu'il existe plusieurs types de SPM en fonction des symptômes que l'on a et des types de déséquilibres hormonaux? Ouais, complètement. Alors en fait, c'est le docteur Guy Abraham qui a répertorié tout ça, il les a classifiés. Donc en fait, il y a 4 types de SPM qu'il a identifiés. Donc il y a le SPM de type A comme anxiété, où là on va avoir une prédominance d'irritabilité, de troubles de l'humeur. Il va y avoir le SPM de type H comme hydratation. Donc là, prédominance de gonflement, de rétention d'eau, qui peuvent entraîner d'ailleurs une prise de poids. On va aussi avoir une sensibilité au niveau des seins. Il va y avoir le SPM de type C comme craving en anglais. Donc là, on va avoir des fringales, envie d'aliments sucrés avec possiblement des malaises ou une faiblesse. Et le SPM de type D comme dépression. Donc là, prédominance de tristesse, envie de pleurer, confusion et ça peut aller jusqu'aux pensées suicidaires chez certaines personnes. Donc là, en fait, on est vraiment dans le cas du TDPM, en fait, du trouble dysphorique prémenstruel. Ah oui, ça on va en parler juste après, Ouais. ouais. Teaser. Mmh. Mais c'est marrant, alors du coup les auditeurs, vous êtes où? Vous êtes plutôt A, H, C ou dépression? Vous êtes quoi? Non mais c'est intéressant mine de rien. Ouais, complètement. Par contre, souvent, les personnes ont tendance à confondre le SPM de type D avec le A. En fait, dans le A, on est vraiment dans les troubles de l'humeur. Voilà, on peut passer du rire aux larmes, être hypersensible, ce genre de choses. Et le SPM de type D, c'est vraiment dépression, quoi. C'est très accentué. Et donc ça c'est lié en fonction des déséquilibres hormonaux. Complètement. Du coup, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre hormonal et après, voilà, il peut y avoir une cause sous-jacente à ce déséquilibre-là.
Et comment on sait, par exemple, si on a plus d'anxiété? Est-ce que c'est lié aux oestrogènes? Enfin, tu vois, comment ça se passe en fonction des types de déséquilibre? Alors souvent, le SPM de type A, H et C, c'est soit un manque de progestérone ou une hyperoestrogénie. Par contre, dans le SPM de type D, là pour le coup, on est vraiment dans un manque de progestérone. C'est vraiment pas le plus courant. Souvent, on est dans les autres, mais il existe. Ah, c'est intéressant. Ouais, Ça permet de, voilà, de relier un petit peu les causes et les effets. Donc, il faut aller creuser ça. c'est ça. Ouais, tout à fait. D'accord, ok. Et alors, pour vérifier que nos symptômes restent normaux, je pense qu'il est important de noter dans un carnet chaque mois ces différentes sensations, ces émotions, les comportements qu'on a avec les autres, avec nous-mêmes d'ailleurs, et les différents Ouais. symptômes, et pas que la date et la durée des règles. Complètement. Alors, ce qui peut être bien, c'est, alors moi, je l'envoie quand je suis les personnes en consultation, mais on peut le faire chez soi aussi. C'est vraiment un tableau où on peut mettre, par exemple, tout. Ça va être la durée des règles, leur couleur, parce que la couleur va être aussi très déterminante, s'il y a des caillots, etc. On peut noter aussi donc tous nos syndromes prémenstruels. Donc, ça peut être tout ce que j'ai cité juste avant, irritabilité, troubles de l'humeur, fringales, etc. Cauchemar aussi, ça en fait partie, hein. Hmm. Euh, et puis, euh, et puis, ça peut être aussi de mettre, par exemple, voilà, est-ce que j'ai mangé des aliments qui ont été un peu plus inflammatoires, qui ont pu impacter mon ovulation et donc la durée de mon cycle, Hmm. ou mes douleurs de règles, ou l'intensité de mon SPM. Pareil, mettre aussi tout ce qui touche au stress. Est-ce que j'ai été très stressée? Est-ce que j'ai fait des crises d'angoisse? Est-ce que j'ai eu un stress plutôt latent, justement, qui dure? Et ça, du coup, c'est très précieux en consultation quand la personne vient déjà avec ça. C'est très précieux. Après, ça peut se faire. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait automatiquement. Ça peut se faire. Voilà, enfin, il y en a qui le font à 30 ans, à 35, à 40 ans. Il n'y a pas d'âge. Ouais, non, mais c'est clair. Moi, j'avais débuté il y a quelques années, je crois, à noter, bon, peut-être il y a un an, donc c'est pas très trop longtemps, à noter mes règles. Avant, j'avais une application justement, je sais plus comment ça s'appelait, mais moi, j'avais une application où je notais mes règles, donc de toute façon, je voyais quand c'était. Mais là, maintenant, j'ai arrêté cette application et donc je le note tous les mois et je mets effectivement quelques indices, comment ça s'est passé. Alors, je mets pas la couleur du sang, ça c'est intéressant. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça peut dire? Alors, ça veut dire plein de choses. Donc, c'est pas un diagnostic, hein, mais ça peut nous donner des indices. Par exemple, un sang qui va être marron sous forme de spotting, ça peut être un excès d'œstrogène ou un manque de progestérone. Ça peut aussi être une congestion pelvienne. Un sang très rouge vif, là, ça va être des règles saines, entre guillemets. Hmm. Si c'est cool comme il faut, qu'il n'y a pas de douleur, pas de caillots, ça c'est parfait. S'il est plutôt rouge foncé avec des caillots, là, ça peut être un excès d'œstrogène. Si c'est du rose clair, souvent ça peut arriver en début de cycle ou quand on prend une contraception hormonale. Là, ça peut signifier que le niveau d'œstrogène il n'est pas assez descendu encore assez bas pour que les règles arrivent vraiment comme il faut. Et ça, c'est normal ou pas? Parce que vu que c'est le début de la phase, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas forcément gênant. Ouais, ouais. Ouais. Non, c'est très intéressant les couleurs des règles. Ouais. Par contre, si ça devient marron, enfin non pas marron, orange, gris ou noir, donc ça peut être assez surprenant, mais ça arrive. Là, par contre, il faut consulter. Ah oui, tu m'étonnes. Alors moi, j'ai jamais eu ça, donc je touche du Ouais. bois. Mais ça peut être dû à quoi ça? Alors, orange, ça peut être une infection vaginale. Mhm. Et puis après, si c'est noir, ça peut être un peu moins cool. Ouais. Voilà. T'as la couleur de toute façon qui annonce la couleur. Enfin voilà, c'est ça. Voilà, Bon, changeons de sujet. c'est ça. Parlons juste des petits SPM, pas des trucs glauques. On a tendance à dire que nos règles sont noires alors qu'elles sont marron foncé. Donc voilà, il y a une nuance, hein. Ouais, 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 bien sûr. Ouais, ouais. En tout cas, voilà, c'est donne-moi la couleur de tes règles, je te dirai ce qui se passe dans ta santé. Non, mais C'est c'est ça. vachement bien. Et c'est vrai que Ouais. je regarde seulement depuis quelques temps, parce que souvent, tu sais, au départ, tu trouves ça dégoûtant, les règles. En fait, non, bah, moi, je suis contente d'avoir mes règles, je me dis que mon corps fonctionne. Enfin, tu vois, j'essaye d'avoir de la gratitude par rapport à ça. Je trouve que c'est un meilleur état d'esprit, parce que j'ai galéré, parce que j'ai eu pendant des années la pilule, que pendant 9 mois, j'ai pas eu mes règles, etc. Mais maintenant, effectivement, je regarde la couleur, donc c'est intéressant. Donc oui, je vais noter ça en plus. Ouais, c'est un outil en plus. Et bah, moi, je le demande à chaque fois que quelqu'un vient me voir. Donc ça peut être assez étonnant, mais c'est très précieux. Exactement, ouais. Mm. Alors parlons un petit peu du PMDD. Donc je savais pas, hein, moi je connaissais pas, hein, mais il existe pire que le SPM. J'ai nommé le trouble dysphorique prémenstruel, donc PMDD. En quoi il est différent? Alors, il est différent parce que lui, donc comme je disais, ça va vraiment être un manque de progestérone. Il va survenir, donc ça peut être 15 jours ou une semaine avant les règles. Donc en fait, c'est pendant la phase lutéale, donc pendant la deuxième phase du cycle, donc après l'ovulation.
Et en fait, il va disparaître à l'arrivée des règles. Et c'est comme ça qu'on va le dissocier d'une dépression, en fait, parce qu'il va disparaître à l'arrivée des règles. Mais c'est vrai que ce qui est dramatique, c'est que c'est souvent confondu avec la dépression ou de la bipolarité. Ah oui, très souvent, et bien souvent, les personnes vont voir un psychiatre, justement, qui va prescrire des traitements qui, au final, ne seront pas adaptés, puisque c'est pas ça la cause. C'est vrai que, voilà, c'est en parlant de plus en plus, je pense qu'on va réussir à sensibiliser aussi les personnes, voilà, de la sphère médicale. Parce que c'est vraiment des grosses envies de suicide, enfin, ça va très très loin, quoi. Ouais, c'est vraiment en fait des symptômes psycho-émotionnels qui sont très importants au premier plan. Et effectivement, ça peut aller jusqu'aux pensées suicidaires. J'ai vu qu'on conseillait parfois des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS je crois, qui font partie de la famille des psychotropes, mais pas sûr que ce soit effectivement la meilleure solution. Et comme tu dis, moi j'ai l'impression qu'en prendre conscience, de savoir quand vont tomber chaque mois ces périodes difficiles en avance, et se faire aider pour mieux gérer ces moments, c'est hyper important, quoi. Ne pas prévoir des rendez-vous, des choses, même limite de voir ses copains ou son petit ami, je pense à ce moment-là, je pense qu'à mon avis, il faut juste voir ton psy ou une personne qui peut t'aider, c'est ça? Ben, c'est ça, c'est surtout avoir du soutien, des gens déjà qui comprennent, qui savent aussi ce que c'est, qui savent comment on peut, par exemple, quand on est dans la phase folliculaire où là on se sent bien, on peut aussi briefer les gens justement sur ça, en expliquant, ben voilà, ben moi en fait, la moitié du temps, enfin en seconde partie de mon cycle, je suis pas bien, voici ce qui pourrait me faire du bien, enfin voilà, en expliquant un petit peu les besoins de la personne à ce moment-là, parce qu'elle sera peut-être pas forcément en mesure de les exprimer au moment voulu. Et puis effectivement, après, il y a tout un travail qui peut être fait aussi avec la naturopathie, parce que comme on a dit que c'était un manque de progestérone, ça c'est une hormone qu'on va pouvoir aussi essayer de stimuler, comprendre aussi pourquoi elle est en déficit. Et ouais, il y a tout un travail à faire dessus. Oui, donc il y a quand même des propositions, des alternatives à essayer et pas que juste des psychotropes. Il y a un peu Ouais, d'espoir. complètement. Alors, ça peut venir, il y a certaines personnes, voilà, par exemple, elles ont fait une tentative de suicide. Là, c'est vrai qu'il va falloir agir dans l'urgence. Donc, c'est vrai que l'urgence, ben, ça va être le traitement médical. Effectivement, sur le long terme, la naturopathie peut venir déjà elle peut venir en fait en complément aussi. Et puis, il y a des personnes, voilà, qui ont un TDPM qui ne prennent pas forcément ce type de traitement. Donc, effectivement, là, on peut aussi agir avec la naturopathie dans ces moments-là. Mais c'est important, en fait, d'être suivi par déjà un gynécologue qui sait ce que c'est le TDPM Ouais. et un psychiatre qui sait aussi ce que c'est le TDPM et qui pourront aussi agir en connaissance de cause. Voilà. Ouais, ouais, non, c'est clair. D'ailleurs, moi je dis PMDD, alors je sais pas, c'est la même chose, non? C'est peut-être le nom anglais? J'avais jamais entendu le sigle que tu viens de citer, mais ouais, c'est sûrement anglais du coup. Attends, je regarde parce que. Parce Ah que oui, PMDD in TDPM, French, ouais, ouais, c'est ça. ouais, voilà. TDPM, c'est ouais, trouble dysphorique prémenstruel. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas et je pense qu'il faut de plus en plus en parler et effectivement ça doit changer de savoir que bah, tu souffres d'un trouble et ce qui est dur c'est de se dire que la moitié de ton cycle t'es hyper mal quoi. Donc bon ça fait du bien d'entendre que la naturopathie ou d'autres disciplines peuvent t'aider à réguler les hormones pour qu'on se sente un petit peu mieux quoi. Ouais, complètement. Et en plus de la naturopathie, il peut y avoir aussi la sophrologie qui peut être super intéressante justement pour Mm. bah, déjà apprivoiser un peu mieux son corps, mieux comprendre comment il fonctionne, et puis quelles ressources est-ce que j'ai quand je suis comme ça aussi. Voilà, l'hypnose aussi, je pense, qui peut être intéressante, l'acupuncture, enfin voilà, il y a vraiment plein d'autres méthodes complémentaires qui peuvent venir en soutien et en complément du suivi médical. Exactement, ouais, j'avais entendu parler bah, évidemment de la méditation et de son pouvoir. Ouais. Mais ce qui est dur, c'est que ça peut se finir avec une hystérectomie, quoi, avec ablation des ovaires pour stopper cette affection. Enfin, ça va très loin hein, quand même. Ouais, ça va loin. J'ai pas encore eu de témoignages de personnes qui justement en étaient arrivées là. Mm. Euh, mais je pense vraiment c'est un terrain sur lequel on peut. Enfin voilà, il y a des choses à faire. C'est vrai qu'au niveau des recherches, voilà, il n'y a pas. Il y a des choses qui restent encore un petit peu mystérieuses par rapport à ça. Et je pense que voilà, à force d'en parler, de sensibiliser, aujourd'hui, c'est vrai que l'endométriose, on en entend beaucoup plus parler qu'avant. Ouais. Et je pense qu'avec voilà, le TDPM ou même le SOPK, enfin, voilà, il y a d'autres troubles qui touchent les personnes menstruées. Bah, à force d'en parler, justement, ça va peut-être essayer de faire bouger les choses. Totalement, ouais. Alors, on va parler des manières d'apaiser le syndrome prémenstruel, tout en sachant que la première chose à faire, évidemment, c'est de comprendre les causes, de comprendre d'où vient le problème. Mais est-ce que tu peux nous dire les éléments de la vie qui peuvent faire empirer ces symptômes?
Alors, ça peut être le stress déjà, on a dit. Coucou, il, Ça il est peut là être partout de toute façon, lui, hein. On le cite plus. complètement. Ça peut être dans la même branche un choc traumatique, puisque du coup, quand on a un choc, on va aussi déclencher des fortes doses de cortisol. Donc là, voilà, même principe que le stress. Ça peut être voilà, mais tout ce qui est perturbateur endocrinien, pollution, tabac, ça peut accentuer le SPM. Va y avoir je reviens sur le stress, mais parfois on s'en rend pas compte en fait qu'on stresse. Ça va Ouais. être par exemple une journée de travail un peu plus soutenue, une période plus soutenue, par exemple pendant le Covid. Voilà, les gens, il y en a qui ont eu des surcharges de travail. Ça, c'est un stress qu'on voit pas forcément parce qu'on est toujours dans l'action, mais en fait, il est là. Et puis surtout, ça se construit au fur et à mesure. On s'en rend même plus compte parce que ça devient une normalité. Et c'est ça qui est Ouais, grave. complètement. Ouais, c'est ça. Et parce qu'on a appris à fonctionner comme ça et à vivre comme ça. Ah, mais c'est clair, moi je suis stressée tout le temps en fait. Et Ouais, enfin, j'en rigole, mais c'est vrai que c'est pas drôle parce que du coup, j'ai du mal à me poser. Heureusement que je médite et que je respire. Moi, c'est ces deux trucs-là qui m'apaisent. Mais effectivement, je suis anxieuse tout le temps et du coup, ça va très loin, quoi. Donc, ouais, c'est très contraignant. ouais. Et c'est là, c'est intéressant parce que toi, tu en prends conscience et du coup, c'est à force justement d'avoir une meilleure observation, enfin, à force de s'observer qu'on a une meilleure observation de soi-même Mm. et qu'on peut comprendre justement qu'est-ce qui a fait que. Et ouais, exactement. Et je pensais là par rapport au choc traumatique que tu viens de dire, ça arrive à tout le monde, hein, au moins une fois dans sa vie. Est-ce que dans ces cas-là, si on a un choc traumatique, je sais pas, un décès, on est viré ou peu importe, et que du coup ça perturbe nos règles, est-ce qu'il faut faire quelque chose ou c'est à nous de gérer notre deuil émotionnel, etc., enfin nos soucis, pour que ça revienne normalement? Est-ce qu'il faut tout de suite qu'on aille voir quelqu'un ou pas? Alors non, un deuil, c'est un processus normal en fait quand on subit un choc traumatique. Donc il y a plusieurs phases dans le deuil. Donc c'est quelque chose de normal, c'est un processus normal face à ce qui s'est produit. Effectivement, donc il y en a qui vont préférer faire ça seul et c'est ok. Et il y en a qui effectivement vont préférer consulter quelqu'un, une psychologue, voilà, une hypnothérapeute, etc. Et là, c'est OK aussi. En fait, on a tous voilà, une façon différente de gérer son deuil. Si effectivement, les cycles ne reviennent pas au bout de plusieurs mois, ou même il y en a, ça peut durer des années, mais là, du coup, ça peut être important de consulter quelqu'un, car ça veut dire qu'il y a aussi un dérèglement hormonal, et ce dérèglement hormonal pourrait impacter voilà, diverses choses dans l'organisme. Donc du coup, là, ça peut être important de consulter quelqu'un. Mais si on n'a pas nos règles, si ça saute un ou deux cycles, c'est pas grave si Hmm. on sait que c'est lié voilà, ce qui s'est passé au deuil, au choc traumatique. Pour soutenir Horizon Podcast et vous permettre de continuer à l'écouter sans publicité, n'hésitez pas à réaliser un don libre sur tipeee.fr, T-I-P-E-E-E, donc 3 E, en y tapant Horizon Podcast ou en cliquant sur le lien de mon profil Instagram. Merci et gros poutou. Et quand on n'a plus nos règles pendant pas mal de temps, donc ça peut être... Moi je sais que ça a mis 9 mois parce que j'avais arrêté la pilule, donc j'ai mis 9 mois à retrouver mes règles, mais il y a des personnes qui les ont plus. C'est quoi les causes? Est-ce que ça peut être trop de stress, trop de sport? Ça peut être effectivement les déséquilibres hormonaux ou des carences? Tout ce que tu as cité, ça peut être aussi un SOPK, donc un syndrome des ovaires polykystiques, donc, qui est mal nommé puisqu'il n'y a pas de kystes, c'est les follicules qui sont en trop grand nombre. Tout comme l'endométriose, en fait, il y a 1 à 2 femmes sur 10 ou personnes menstruées voilà, qui sont concernées. Donc effectivement, ça peut provoquer des cycles anovulatoires. Ça peut être aussi au niveau de une prolactine en fait déréglée. Ça peut être des dysfonctionnements thyroïdiens. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça dure des années non plus parce que ça a des conséquences sur la santé des os, notamment, parce que les hormones, c'est lié aux os, sur peut-être l'hypothyroïdie, sur la thyroïde, ce genre de choses. Complètement. Aussi sur tout ce qui est cardiovasculaire. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai que si ça dure voilà plusieurs années, non, c'est vraiment important de consulter. Ça peut être voilà, mais déjà quelqu'un, un médecin pour voir d'où ça vient. Donc lui, il va faire des bilans sanguins, des échographies peut-être. Et après qu'on sait, on peut aussi agir en naturopathie une fois qu'on a le diagnostic. Hmm. Et donc, pour en venir au syndrome polykysté, je sais que je ferai un épisode un jour là-dessus, mais moi, on m'avait dit un jour, justement, je pense que c'était la période où on cherchait si j'avais l'endométriose pour expliquer les causes des crises intestinales, et on m'avait dit, ah, vous avez plein de follicules, vous êtes polyfolliculé. Moi, je savais pas trop ce que c'était à l'époque, hein, j'étais pas trop dedans, et en fait, c'est plutôt du SOPK, justement. Alors le SOPK, l'échographie suffit pas à le diagnostiquer parce qu'en Ouais. fait, il y a, par exemple, à l'arrêt de la pilule, on peut très bien avoir plein de follicules sans pour autant qu'il y ait un excès d'androgènes. Donc là, c'est les hormones mâles qui sont en excès, qui sont vraiment caractéristiques du SOPK.
Donc voilà, donc l'échographie ne suffit pas elle seule à montrer qu'il y a vraiment un SOPK. Il faut un bilan sanguin en parallèle qui, lui, va montrer une inversion de la LH et de la FSH. C'est les hormones, en gros, qui vont diriger un petit peu la progestérone et les œstrogènes. Et va aussi avoir un taux d'androgène trop élevé, un peu trop élevé. Oui, donc c'est pas parce que j'ai plein de follicules que j'ai du SOPK. Non, pas forcément. Mais là où tu as raison, c'est que le SOPK, justement, à cause de ces androgènes qui sont un peu trop élevés, en fait, normalement, sur un cycle classique, entre guillemets, on a des follicules qui sont produits dans l'ovaire. Il y en a un qui grossit plus que les autres, qu'on appelle le follicule de Graaff, et lui, il va libérer l'ovule. Et donc, il y a ovulation. Et en fait, dans le cas d'un SOPK, en fait, il y a plein de follicules qui sont justement bloqués à un stade immature à cause des androgènes. Et en fait, il n'y en a pas un plus que les autres qui va maturer pour libérer l'ovule. Ou alors, ça peut mettre un peu plus de temps. Donc, c'est difficile de tomber enceinte. Ça peut chez certaines personnes. En fait, il y en a, ça dépend vraiment des gens. C'est vrai que c'est la première cause d'infertilité en France, mais on peut très bien être enceinte et avoir un SOPK, puisque en fait, ça ne bloque pas l'ovulation chez tout le monde. C'est vraiment... voilà, on peut très bien avoir un SOPK et en fait ne pas avoir d'ovulation pendant quelques mois et ensuite on décide d'agir sur la cause et ensuite retrouver des cycles avec ovulation. On peut très bien avoir un SOPK mais avec des cycles ovulatoires, comme avoir un SOPK et ne pas avoir d'ovulation. Ouais, tout est différent en fonction des personnes. Ouais, c'est ça. Ouais, d'où le fait qu'il faille checker pour vérifier que tout aille bien. Mais de toute façon, si on a des règles régulièrement avec une couleur qui est magnifique, qui est claire et qui est bien en forme, je pense qu'il y a déjà moins de questions à se poser. Si on n'a pas non plus beaucoup d'acné, si on n'a pas de gros symptômes justement SPM, à partir de ce moment-là, on fait ces tests gynéco classiques, mais il n'y a pas à aller plus loin forcément. C'est ça, pas de douleur aussi pendant les règles, mais complètement. Oui. Ouais. Quelles carences peuvent être responsables de ces symptômes désagréables ? Alors, peut y avoir la carence en vitamine B6, par exemple. Ouais. Il peut y avoir le chrome, il peut y en avoir vraiment beaucoup. L'iode, du coup, ça va entraîner un dysfonctionnement thyroïdien, du coup, un SPM. Donc, en fait, il peut y en avoir beaucoup. Et en fait, surtout, ce qui va poser souci, c'est les aliments qui vont être pro-inflammatoires, qui vont générer de l'inflammation. Un excès d'oméga 6 ou ce genre de choses, du sucre, du sirop de glucose, en veux-tu en voilà, des produits industriels, etc. Ouais, voilà, tout ce qui est viande rouge aussi, les produits laitiers, donc notamment ceux de vache, le sucre, comme tu l'as dit, l'alcool aussi, qu'il faut augmenter le niveau d'œstrogène. Va y avoir les excitants aussi. Pourquoi l'alcool faut augmenter le niveau d'œstrogène ? Alors, je ne saurais pas te dire là tout de suite la molécule qui fait augmenter les œstrogènes, mais il y a eu des études qui ont montré justement qu'il y avait une élévation du niveau d'œstrogène quand on en prenait. Puis l'autre jour, je regardais une conférence qui disait que 4 verres par semaine faisaient doubler le taux d'œstrogène. Ah ouais, c'est dingue. Voilà, donc là, je n'ai pas l'étude par contre. Mais effectivement, voilà, c'est impressionnant. C'est clair, c'est ce qui veut dire que si tu as un souci au niveau des oestrogènes, tu as un excès d'oestrogène de base, bon, on va peut-être réfléchir à peut-être moins consommer d'alcool, quoi. Ouais, complètement. Puis voilà, c'est vrai que ça fait augmenter les oestrogènes, en plus c'est inflammatoire, donc il y a double raison de diminuer. Oh là 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 là, dis donc, c'est un peu casse-couille d'être une femme, faut tout faire, faut tout... C'est compliqué quand même, hein. Ouais. Alors moi, ce que je dis souvent en consultation, c'est que voilà, il y a 2 choses à savoir, c'est que tout est une question de fréquence et de quantité. Par exemple, voilà, si tu manges une pizza tous les soirs, ça ne sera pas la même donne que si tu manges une part toutes les 2 semaines. Et aussi, on a toutes et tous un seuil de tolérance différent. Il y en a chez qui la pizza tous les soirs, ça posera aucun problème, et d'autres chez qui ça sera catastrophique. Les bâtards. Donc l'important, c'est vraiment de s'écouter, de s'observer, de voir comment son corps réagit. Et ça, c'est la clé de beaucoup de choses. Oui, je suis complètement d'accord. C'est la clé de l'harmonie. Alors, il faut du temps. Hein. L'harmonie, des fois, elle met du temps. Elle met du temps à venir malgré les efforts. Mais ça veut dire qu'il y a encore des choses à bosser. Tu vois, moi, par exemple, j'essaie de tout faire bien, de toute façon. Mais c'est pas suffisant dans le sens où j'étais quand même avant dans le contrôle. Donc, j'avais pas compris qu'il fallait que j'apprenne à lâcher prise. Et aussi, tu vois, il y a le côté... Moi, c'est l'anxiété. C'est un peu mon copain ennemi, quoi. C'est mon coloc que je déteste. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. C'est par phase. Hein. Des fois, je l'aime. Des fois, ça va. Il se tait, il est dans sa chambre. Mais alors, des fois, il revient et il en met partout. Alors, pour en revenir à ces petits symptômes, qu'est-ce qu'on peut implémenter comme habitude dans la vie de tous les jours ou avant nos règles pour diminuer nos symptômes PMS? Donc, j'imagine évidemment mieux manger, mais quoi d'autre?
Ouais, alors ça va être tout ce qui est de gestion du stress, hein. Ça peut être de faire voilà, des exercices de cohérence cardiaque, de voir une sophrologue, de faire du yoga par exemple. Mhm. Ça peut être de faire du sport aussi, qui va permettre voilà, de rétablir beaucoup de choses dans l'organisme. Ça va être aussi de veiller à avoir un super transit, parce que du coup, voilà, comme on l'a dit, plus le transit est lent, plus ça veut dire qu'on restocke en fait des hormones qu'on produit. Mhm. Donc ça va être super important. Ça peut être bien donc justement avoir un bon apport d'eau, de fibres, faire du sport pour ça, et de aussi gérer le stress, qui a aussi un impact sur le transit. Ça peut être de détoxiner parfois l'organisme. Donc ça se fait vraiment avec, voilà, sur les conseils d'un professionnel, parce qu'en fait, si on est trop fatigué, qu'on fait une détoxination trop forte, ça peut carrément affaiblir Bien l'organisme. Donc c'est sûr. important de Mhm. bien doser. Puis pareil, s'il y a une perméabilité intestinale, on va pas faire la détoxination en premier lieu. Oui, oh là là, j'imagine la Mauvaise idée. catastrophe. Voilà, ça va être tout ça. Ça va être, je reviens à l'alimentation, ça va être de limiter tout ce qui est aliments pro-inflammatoires, et justement de privilégier tout ce qui va être anti-inflammatoire, de privilégier aussi les précurseurs des neurotransmetteurs. Mm. Par exemple, la banane, elle est riche en tryptophane. Et en fait, le tryptophane, ça va permettre de synthétiser voilà, un neurotransmetteur qui va agir sur notre humeur. Donc ça, c'est un outil aussi voilà, qu'on peut mettre en place. On en trouve où d'ailleurs, hormis les bananes? Alors là, il y a plein de causes. J'ai pas ma liste là sous les yeux, mais essentiellement, voilà, c'est surtout la banane qui est connue pour sa teneur en tryptophane. Hmm. Il y a aussi ce qui est super important, il va y avoir l'indole 3-carbinol. C'est une molécule en fait qui permet de détoxiner en fait les œstrogènes au niveau du foie. Et là, pour le coup, tu vois, on va en trouver dans tout ce qui est alors les choux, les brocolis, radis, navets. Mais oui, les choux, de toute façon, encore et toujours, sauf si on a trop d'hypothyroïdie, il faut faire attention avec les choux. Mais c'est vrai que oui, Exactement. les choux, c'est un peu Ouais. nos amis, hein. Bon, ça nous fait un peu péter, mais on met ça, on Ouais. met une petite sauce si on n'aime pas trop. Moi, je sais que mon chéri, il n'aime pas trop, alors j'essaie de lui en ajouter 2 ou 3 de temps en temps, tu sais, dans la salade, comme à un enfant. Ouais. Mange des Ben ouais. brocolis! Alors brocoli que si on les digère bien, parce qu'effectivement, si on les digère pas bien, c'est pas une bonne idée. Bien sûr, ouais. Ouais. Et ce qui est Ouais. étonnant, enfin, ce qui est intéressant, c'est que ça varie aussi. Il y a des fois, tu digères bien et des fois, pas du tout. Moi, des fois, je brocoli, aucun souci, chou-fleur aussi. Et puis, bah, je sais pas, pendant un mois, je vais avoir du mal à manger du chou-fleur, quoi. C'est vraiment, ça dépend. Ouais, ça dépend, ça varie aussi en fonction du cycle. Oui, et ouais, exactement. Oui, effectivement, la digestion est plus dure quand on a nos règles. Ouais, et en fait, si tu veux, avant les règles, il y a la progestérone qui est synthétisée en plus grande quantité. Et en fait, la progestérone, elle a tendance à détendre les tissus, donc elle va détendre le péristaltisme, donc le transit sera plus long. Coquine, Voilà. coquine, la progestérone. Intéressant. Voilà. D'accord. Donc Ouais. oui, il vaut mieux peut-être manger plus léger quand on a nos règles. Alors, ce qui est étonnant, parce que généralement, on a envie de plus manger quand on a nos ragnas. Ouais, complètement. Ça, on en parle justement. On a monté un programme avec une collègue, Laurie Lejeune, sur une plateforme qui s'appelle Femoon. Et justement, on parle de tout ça, en fait, de l'alimentation en fonction des phases du cycle. Ouais. Et justement, en fait, pendant les règles, c'est vrai qu'on va se diriger vers des choses qui vont aussi participer au processus d'élimination, parce que les règles, c'est aussi un processus d'élimination. Et en fait, on va vraiment se diriger vers des choses faciles à digérer, qui apportent de la douceur, qui sont onctueuses, etc. Avant les règles, du coup, ça sera encore différent, parce que là, le métabolisme, il va s'accélérer. Donc, en fait, voilà, l'alimentation, si on veut vraiment tout bien faire, enfin, si vraiment on s'écoute, c'est vrai qu'il faudrait l'adapter en fait en fonction de chaque phase du cycle. Est-ce qu'on n'a pas besoin de plus d'oméga 3 pendant nos règles, par exemple, des aliments, des noix, des choses comme ça? Ouais, complètement. L'huile de colza contient aussi l'huile de cameline. Donc là, les oméga 3, mais même en fait tout le temps, puisque du coup, ils vont vraiment soutenir le cycle. Ça va être super important. Hmm. Il y a aussi le zinc qui va être très important, le chrome, le magnésium aussi. Alors ça, le magnésium, très très important, Ouais. puisque justement, en fait, le magnésium, quand on a une carence en B6 ou magnésium, ça peut aussi générer un excès d'œstrogène. Quand on a une carence en magnésium? Ouais, enfin surtout en vitamine B6, Et c'est associé de toute façon à la B6 et magnésium, généralement maintenant ils les associent. complètement, parce que du coup, la B6, c'est un cofacteur du magnésium, ça va permettre qu'il soit mieux absorbé. Hmm. Et justement, en fait, plus on stresse aussi, plus on fait fuir le magnésium. Ouais. C'est pour ça que j'en suis à Ouais. 4 gélules par jour. Non, c'est vrai que c'est très important. Et je pense qu'on est vraiment principalement tous, on a des carences de magnésium à mon avis. Ah bah oui, 70% de la population. Ah oui, ça fait un bon bout là. Ouh là 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 là. Ouais.
complètement. Et il y a d'autres compléments qui sont efficaces pour prévenir? Ben, le magnésium, mais du coup sous une bonne forme. En fait, il va falloir éviter tout ce qui est oxyde de magnésium et plutôt se diriger vers du bisglycinate ou Mm. du citrate ou du glycérophosphate. Et pourquoi ça, d'ailleurs? Pourquoi pas le premier? Parce que du coup, en fait, le premier, il est éliminé par l'organisme très rapidement, alors que les autres, ils sont assimilés aussitôt. Mm. Mm. Ouais. Donc du coup, il y a de meilleurs résultats avec cela. Donc zinc, oméga 3, magnésium, Ouais, la B6, vitamine B6, du coup, forcément. vitamine D. Vitamine D aussi, enfin un petit peu, finalement, en fait, on a besoin de tous les nutriments, minéraux, vitamines nécessaires. Mm. Après, c'est vrai qu'on va les prioriser, en fait, en fonction du profil de la personne. Bien sûr, ouais. Mm. Et alors pour en venir à la nourriture, comment on peut faire pour mieux gérer les fringales? Parce que c'est vrai qu'on a souvent plus faim, en tout cas envie de manger davantage quand on a nos ragnas et même avant. Ouais, alors ça va être de se diriger vers des aliments qui ont une charge glycémique faible pour que justement ça tienne mieux dans le temps, enfin qu'on ait moins faim rapidement. On peut aussi se préparer en fait des snacks comme des oléagineux, des fruits secs, des choses comme ça qu'on va pouvoir grignoter et qu'on sait que c'est sain. Et puis ça va être aussi, on peut boire une tisane quand on commence à avoir faim. Déjà, ça remplit un petit peu plus l'estomac. C'est vrai. Et puis, ouais, vraiment, ça va être de se diriger vers des aliments à charge glycémique faible. Mais c'est vrai que oui, boire une tisane, ou moi par exemple, des fois, quand j'ai de la motivation, je me fais des jus verts. Et généralement, ça me cale pendant des heures parce qu'en fait, mon estomac, il est rempli de liquide. Donc c'est une Ouais, bonne bah oui. technique, effectivement. Donc ça joue, ouais. Après, c'est sûr que voilà, si on a des fringales, c'est aussi, ça veut dire qu'il y a un besoin, ça veut dire qu'on a besoin de plus manger. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. Parce que justement, en fait, notre métabolisme, il est beaucoup plus rapide. Donc on peut s'autoriser quand même à manger un peu plus avant les règles. C'est pas pour autant qu'on va prendre du poids. Voilà, si on mange sainement, qu'on mange Mm. des bons oméga 3, qu'on mange à charge glycémique faible, justement, du coup, il n'y a pas de souci. Et pourquoi, justement, le métabolisme est différent et plus rapide? C'est la progestérone, du coup, Mais tu dis qui qu'elle vient. ralentit, c'est ça, elle ralentit le transit. Donc comment ça... Non, alors, en fait, elle détend les tissus, mais c'est pas pour autant que le métabolisme n'est pas accéléré. D'accord, ah c'est marrant, tu vois, j'aurais Ouais. pensé que du coup c'était ralenti. Ben oui, c'est ce qu'on pourrait croire, mais en fait, non, le métabolisme, il augmente, parce qu'en fait, la progestérone, c'est une hormone qui est hyperthermique. D'ailleurs, on peut avoir des bouffées de chaleur un peu plus à ce moment-là. Et en fait, le fait que ce soit une hormone hyperthermique, ben, en fait, ça nous fait dépenser davantage de calories. D'accord, mais par contre le transit est Ouais. plus lent. Ça pour le coup c'est... Voilà, Ouais. c'est ça. Ah oui, donc Donc, on mange plus mais le transit est plus lent, donc c'est pas, c'est pas terrible quoi. ben ouais, Du c'est coup vrai ça qu'on fait va la queue leu éliminer leu là, la d'avance. petite chaîne des cacas. Exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'après, on peut aussi avoir des diarrhées pendant les règles. Hmm. Est-ce qu'il y a des huiles essentielles qui peuvent nous aider? Des plantes Ouais, alors donc va y avoir tout ce qui est huile essentielle qui vont être calmantes, etc. Donc là, on va beaucoup retrouver la lavande forcément, tout ce qui est petit grain de bigarade, les huiles essentielles d'ylang-ylang aussi. Et on fait quoi? On le met sur notre bas-ventre avec de l'huile? Alors déjà, on vérifie s'il n'y a pas de contre-indication pour soi. Et ensuite, effectivement, donc toujours dilué dans de l'huile végétale et on peut en mettre en fait au niveau des poignets, au niveau du plexus solaire. Au niveau des lombaires, on peut en mettre aussi au niveau de la voûte plantaire. Donc là, c'est vraiment une action voilà, pour se détendre. En plante, on va retrouver pareil, tout ce qui va être plante calmante, si jamais on a tendance à être un peu plus anxieux, irritable. Hmm. Donc là, à nouveau, ça va être tout ce qui va être lavande, la passiflore aussi peut Hmm. aider. La valériane chez certaines personnes, pas toutes, sinon ça peut faire l'effet inverse. Hmm. Le tilleul, tout ça. Et juste pour en venir, Oui. excuse-moi, aux huiles essentielles, qu'est-ce qu'on peut, quand on a mal au ventre justement, qu'est-ce qu'on peut mettre comme huile essentielle directement sur le bas-ventre? Alors l'estragon qui va très bien marcher, qui va être antispasmodique et anti-inflammatoire. Le basilic, il est pas comme ça aussi? Il a pas la... Basilic aussi, ouais, tout Ouais. à fait. Il agit un peu comme l'estragon. Hmm. Donc ça, c'est justement donc, à diluer dans de l'huile végétale, 1 à 2 gouttes, ou 7 gouttes, mais alors après, il faut augmenter les doses d'huile végétale, c'est important de doser en fait les deux. Ouais, Et du coup, on peut s'en mettre justement sur le ventre 2, 3 fois par jour. d'accord. Ouais, Et ça... ne pas mettre une bouillotte par-dessus, car les huiles essentielles n'aiment pas la chaleur. D'accord. Ouais, puis en plus après ta bouillotte, elle va sentir super fort, ça va un peu t'écœurer. Ouais, aussi, puis en fait, elles deviennent toxiques, certaines huiles essentielles en contact avec la chaleur. Ouais, donc c'est important. Donc tu mets la bouillotte d'abord et ensuite tu mets des petites huiles. Voilà, c'est ça, exactement. Et le gâtillier, t'en penses quoi? Alors le gâtillier, ça va vraiment dépendre des personnes. C'est une plante où on peut mal y réagir. Ouais, ouais, Donc, il j'ai y vu en a ça. chez qui ça va entraîner voilà, des nausées. Enfin, en fait, ça peut entraîner un pic de LH.
Donc du coup, c'est vraiment que chez certaines personnes, que auprès d'un professionnel. Et souvent, en fait, ce qu'on fait, même en naturopathie, c'est qu'on va essayer de tester d'autres plantes avant d'en arriver à celui-là. Hmm, Ou alors, on commence par celui-ci si on a un bilan sanguin, etc. Et on va commencer à petite dose et augmenter de façon progressive. d'accord. Et donc à côté Ouais. de ça, hein, en termes de thérapie alternative recommandée, donc tu as parlé de l'acupuncture. Moi, j'avais vu qu'il y avait la cryo qui pouvait aider. Ouais, effectivement, je connais moins, mais effectivement, j'en ai un peu entendu parler. Bah, vu que c'est une action anti-inflammatoire, le froid, effectivement, on peut tester. Je pense que ça peut être bien. Dans tous les cas, pour ton corps, ça peut être intéressant. J'ai vu aussi qu'il y Ouais, avait bah oui. l'huile CBD. L'huile CBD, ouais, on en entend de plus en plus parler. Ouais. Donc là, le dosage, ça se fait vraiment en fonction de son poids, Hmm. en fonction du pourcentage aussi qu'on a pris, parce qu'il y a des flacons avec plusieurs pourcentages. Et effectivement, ça va agir sur le syndrome prémenstruel, mais aussi sur les douleurs de règles. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose, une autre thérapie ou un autre complément à essayer, à tester? Bah après, il y a tout ce qui est phytothérapie, donc les plantes, mais là, c'est vraiment adapté aussi en fonction de la personne, parce qu'en fait, il existe plein de plantes qu'on pourrait utiliser. Ouais. Et donc, ça va être important de prioriser, de les prendre au bon moment, au bon dosage et à la bonne durée. Donc là, c'est vrai qu'il va en exister plein. Par exemple, si on a besoin, si l'ovulation se fait pas trop bien, ben, la sauge, effectivement, ce sera une bonne alliée. Hmm. Voilà, il peut y avoir vraiment plein de plantes, des plantes progestatives, des plantes décongestionnantes, parce qu'une congestion au niveau du petit bassin, ça peut être aussi problématique. Va y avoir des plantes anti-inflammatoires, antispasmodiques, il y en a vraiment plein. Ouais. Va y avoir la sophrologie qui peut aussi aider justement à, voilà, à apprivoiser la douleur, à essayer de prendre un peu le dessus, voilà, comment apprendre à détendre son corps quand on a mal. Euh, L'hypnose, l'acupuncture aussi. Et en termes de tisane, quand on a des symptômes de SPM, qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors, ce qu'on va retrouver en tisane qui peut être un peu, voilà, en fait, il y a l'achillée millefeuille, par exemple. Ouais. Elle va avoir, elle va être antispasmodique, elle va être anti-inflammatoire, elle va être aussi décongestionnante. Donc, en fait, elle a plusieurs casquettes. Donc, ça, c'est pratique, du coup. Ouais, c'est pas mal, Elle va ouais. aussi agir sur le foie. Donc, c'est une plante, elle aura quand même des contre-indications. Donc, voilà, il faudra toujours veiller à surveiller. Mais du coup, ça, on peut en prendre, voilà, 2-3 tisanes par jour. Ça peut être avant le SPM, enfin, pendant le syndrome prémenstruel pour prévenir les règles. Ça peut être aussi voilà, tout au long du cycle en plus. Hmm. On peut prendre de la lavande en infusion ça va un peu prévenir les SPM de type anxiété. Il y a l'ortie qui va agir sur tout ce qui est rétention d'eau. Hmm. Puis c'est reminéralisant en plus. En plus, donc l'ortie, c'est vrai que c'est une tisane qu'on peut prendre pendant son SPM pour la rétention d'eau. On peut aussi la prendre après les règles pour se reminéraliser. Hmm. Va y avoir le framboisier, pareil, qui est très reminéralisant. Donc lui, en fait, avant les règles, il va agir sur les douleurs qu'on peut avoir, par exemple, avant les règles. Il va agir pendant les règles et il va agir aussi après les règles pour se reminéraliser et nourrir les muqueuses utérines. Hmm. Ouais, c'est fou hein, le pouvoir des plantes, mine de rien. Faut pas faire n'importe Ouais, quoi, justement, parce qu'on se dit, oh, c'est des non, plantes, je vais me faire une petite tisane de n'importe quoi. Mais en réalité, non, c'est vrai que c'est bien d'être suivi si on a des problèmes pour que ça soit personnalisé. ouais, complètement. Que ce soit personnalisé, donc, parce que forcément, on veut un résultat. Et surtout, voilà, voir s'il n'y a pas des interactions médicamenteuses aussi. Et voir si, voilà, en fonction de notre profil, ça nous convient. Et voir si, en fonction de nos problèmes de santé, ça nous convient aussi. Ouais. Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il? Alors moi, je pense que ça serait Notre corps nous-mêmes. Il a été écrit par un collectif féministe. Je me rappelle plus du nom, mais il est vraiment top. Notre corps, nous-mêmes? Ouais, alors c'est un livre féministe militant parce qu'en fait, il a été écrit dans les années 70, il me semble. Et en fait, c'était pour justement apprendre un petit peu aux femmes mais comment fonctionne leur corps et se le réapproprier. Et il a été récemment édité, là, il y a 1 ou 2 ans. Et du coup, voilà, c'est vraiment une bible d'informations que dès l'adolescence, on devrait avoir Ouais. voilà, chez soi. Je suis contente parce que c'est vrai que ça se développe de plus en plus, hein, ces informations-là, parce que moi j'ai passé, je sais pas, toute ma vie jusqu'à 30 ans à pas savoir comment fonctionnait mon cycle. Je suis pas du Mm. tout encore une experte, hein, loin de là, mais au moins j'essaie d'en avoir beaucoup plus conscience et de comprendre un peu les différentes phases, tu vois. Et je pense qu'on devrait tous passer par là. Ça serait quand même bien mieux, on pourrait maîtriser plus de choses. Ouais, complètement. Et oui, puis voilà, c'est un précieux outil, quoi, donc c'est super important. Mm. Hmm.
Un petit déj idéal. Moi, je dirais un petit déj salé et protéiné. Boring, non, je rigole. Mais en même temps, t'as raison, hein, mais... Non, je dis ça, c'est parce que moi, j'ai passé, pareil, 15 ans de ma vie à manger des céréales avec du lait. Donc le truc qui m'a complètement pété le bide, d'ailleurs, mais bon, j'aimais bien ça. Ouais. Bah oui, ouais. C'est le petit déj à la française, Ah quoi. bah oui, des années 90, je pense que c'était les chocs à Pike, enfin, tu vois. Ouais, exactement. Et puis après, t'es passé au spécial K, parce que t'es une adolescence, tu comprends, puis t'as pas envie de prendre du cul. Alors qu'en fait, c'est bourré de sucre, mais bon, c'est pas grave. Ouais, Une complètement. routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous. La cohérence cardiaque, voilà, il y a eu plusieurs études ou publications, je ne sais plus, qui ont montré qu'une pratique régulière permettait d'ailleurs de diminuer le syndrome prémenstruel, entre Ouais. autres. Ouais, ouais, c'est le genre de choses, on a souvent la flemme de le faire, mais on regrette pas après. Ouais, complètement, ça fait du bien. Une habitude à prendre. Prendre du temps pour soi. Mhm, ça c'est clair. Une habitude à supprimer. Moi, je dirais vraiment les aliments pro-inflammatoires, de par mon expérience personnelle aussi, comme je suis atteinte d'endométriose, forcément, c'est ce qui me fait tilt en premier. Donc là, t'as complètement supprimé et du coup, ça t'a aidé dans tes symptômes. Ouais, complètement, ouais. Ouais. Ouais, carrément. Après, c'est sûr que parfois je m'en autorise, hein, parce qu'on est humain. Ouais. Mais ouais, c'est sûr que ça T'as un meilleur améliore équilibre, beaucoup de quoi. choses. Ouais, complètement. Un complément alimentaire à ne pas louper. Je dirais le magnésium. Quel Ouais. est ton mantra ou une phrase que tu te répètes régulièrement? Alors, il y a une phrase dans mon cabinet qui est accrochée, c'est que j'aime beaucoup. Toutes les tempêtes ne viennent pas gâcher votre vie, mais certaines viennent nettoyer votre chemin. La médecine alternative, autre que la naturopathie, à tester impérativement. La sophrologie et autres techniques qui peuvent Nous voilà, jouer détendre. sur tout ce qui est gestion du stress, hein, encore une fois. Quel conseil te donnerais-tu à ton plus jeune toi, 10 ans plus tôt par exemple? D'être patiente, parce que j'ai jamais été patiente. Je connais ça, je connais ça. Voilà. Où est-ce qu'on peut te trouver, Audrey? Alors, on peut me trouver sur Instagram déjà. Donc, mon pseudo, c'est Le Chemin du Soin. Mhm. Et puis, j'ai aussi une page Facebook du même nom et un site internet du même nom aussi. Et d'ailleurs, j'ai écrit un e-book sur le SPM, si jamais voilà, ça intéresse des gens, il est sur mon site. Et puis également sur le compte Insta de Femoon, la plateforme que j'ai créée avec Laurie Lejeune sur tout ce qui est accompagnement féminin. On fait des programmes pour que voilà, se réapproprier son corps, etc. Ça, c'est super, hein. Good job. Ouais, c'est Ça doit être passionnant. assez passionnant de le faire en plus avec une collègue. Ouais, c'est beaucoup de boulot, mais franchement, c'est passionnant et d'avoir des retours positifs, c'est juste trop bien, quoi. Ouais, ça me motive encore plus et t'es sur la bonne voie dans ces cas-là. Ouais, complètement. Eh ben merci Audrey! Avec plaisir.